l'IA, ouvert à toutes les entreprises du territoire. On est là, ça fait 4 ans qu'on discute avec beaucoup d'acteurs du territoire pour précisément sensibiliser, acculturer et faire arriver l'intelligence artificielle dans la vie réelle des entreprises. Voilà. L'aperçu de notre écosystème pour dire qu'on travaille un petit peu. On travaille un petit peu avec tout type d'acteurs du territoire, dans le privé, dans le public, et on serait ravis de pouvoir vous compter parmi les nouveaux membres de notre communauté. Églantine, et j'ai créé une entreprise qui vous accompagne dans l'intelligence collective et artificielle, parce qu'on met beaucoup d'intelligence artificielle récemment, et que je pense que ça requiert un peu plus de réflexion sur ce que ça veut dire de mettre de l'IA générative partout. C'est incroyable pour l'efficacité, pour la productivité, mais ça veut aussi dire qu'on a certains biais. L'étude qui a été faite sur Stable Diffusion, qui est un générateur d'images, ils ont créé plus de 5000 images pour chaque profession. Et en fait, on voit dans les carrés foncés, ce sont des représentations de photos d'hommes. Dans les carrés clairs, c'est des femmes. Et on voit quoi? Que les postes qui sont bien payés, genre architectes, avocats, personnes politiques, médecins, CEO, sont en majorité des hommes, donc ça c'est les carrés foncés, et que les postes moins bien payés sont donc des femmes. Nous avons aussi, toujours sur Stable Diffusion, les postes à revenus sont donc tenus par des personnes avec la peau plutôt claire, et les postes à bas revenus sont des postes tenus par des personnes avec la peau plutôt foncée. Là, vous pouvez vous dire, mais en fait, est-ce que ça ne représenterait pas le monde dans lequel on vit? Finalement, on vit dans un monde assez biaisé. Beaucoup de nos PDG sont des hommes, beaucoup de travailleuses sociales sont des femmes. Bon, finalement, ça reflète le monde. Alors, ils ont comparé ces images avec les statistiques des États-Unis, parce que finalement, les données sur lesquelles était entraînée l'IA générative sont assez proches des données démographiques des États-Unis. Aux États-Unis, nous avons donc des juges femmes, dans la réalité c'est 34%, sur Stable Diffusion c'est 3% des images qui sont générées qui sont des femmes. Les médecins femmes, on a 7% des images qui sont générées qui sont des femmes par l'IA, dans la réalité c'est 39%. Des employés de fast-food de couleur de peau, donc dans l'imaginaire collectif, on était sur des chiffres plutôt élevés, les images ont généré 70% des images avec des personnes à couleur de peau foncée, et dans la réalité, c'est que 30% des personnes. Bref, en fait, on a vraiment beaucoup de stéréotypes, et en fait, ces stéréotypes sont extrêmement amplifiés par les IA génératives. Donc, si je le fais un peu schématiquement, le monde selon Stable Diffusion, et là, je cite Bloomberg, est dirigé par des PDG blancs. Les femmes sont rarement médecins, avocates ou juges et sont hypersexualisées. Les hommes à la peau foncée commettent des crimes. Donc là, je vous prie de regarder cette petite vidéo. Ça a énormément d'impact sur notre société. Quand on commence à faire du recrutement, par exemple, sur un examen où ils ont fait des recrutements de 1000 CV où toutes les qualifications étaient égales, la seule chose qui changeait, c'était le nom. Et on voyait des recrutements extrêmement différents et ils privilégiaient les consonances des noms sur les qualifications des personnes. Paul qui dit que 90% du contenu sur Internet sera produit par des IA génératives d'ici quelques années. En fait, quand on fait confiance à l'IA, on se dit que c'est une machine qui prend des décisions, qui crée des choses, donc il y a une certaine logique, il y a une certaine justice, mais en fait, c'est de vous montrer qu'il y a de l'humain à toutes les étapes de la fabrication de l'IA générative. Donc par exemple, on va voir que dans le monde, on a un monde qui est assez biaisé. Donc on va par exemple pouvoir dire que la majorité des postes à haut revenu sont tenus par des hommes. Dans les données qui ont été utilisées pour entraîner ChatGPT, une étude estime que 50% des données d'entraînement sont en anglais. Donc ça apporte un prisme sur ce qu'il va générer et la manière dont il fonctionne. Après, on avait parlé des LLM. C'est des personnes qui vont décider ce sur quoi on va plus s'appuyer pour entraîner les algorithmes. C'est des humains qui sont derrière un ordinateur quand on fait de l'entraînement par revue humaine, qui sont derrière un ordinateur et qui disent
ça c'est une bonne réponse, ça c'est une mauvaise réponse, ça c'est une bonne réponse. Et il y a une étude de l'UNESCO qui dit que moins de 6% des développeurs et développeuses de logiciels professionnels sont des femmes. Merci Agile pour l'invitation et Reality Labs de m'accueillir pour ce premier meetup IA, ravi d'être là. Moi je suis Rémi, je suis basé dans les Hautes-Alpes et j'ai lancé en août 2023 un magazine qui s'appelle LHC. C'est un magazine mensuel sur l'IA et assisté par IA. Donc attention, assisté par IA, ça ne veut pas dire que j'appuie sur un bouton et le magazine se conçoit automatiquement, loin de là. Des heures d'itération avec les différentes plateformes. J'utilise ChatGPT 4 pour la rédaction. Depuis quelques jours, j'utilise également Claude 3, qui propose des résultats assez intéressants. Et après, sur les visuels, je vais utiliser pour les plus connus, Midjourney, Dali 3, Ideogram, etc. Donc tout ça pour constituer un magazine d'environ entre 100 et 130 pages. Donc, il y aura une distribution tout à l'heure, après il me restait quelques numéros de février, donc il y en aura pour tout le monde je pense. Donc l'idée, quand j'ai lancé le projet, je ne voulais pas m'enfermer dans un magazine trop tech, donc trop technique, un peu trop chiant peut-être à lire, etc. Du coup j'ai voulu faire un panorama de ce qu'on pouvait faire avec l'IA. Donc la première partie, forcément, je vais parler de l'écosystème tech, IA, etc. En accueillant, donc en parlant d'actualité IA, en proposant des tutoriels pour utiliser Midjourney, donc les petites astuces de Midjourney, etc. Il y a une partie juridique parce qu'aujourd'hui, il y a encore un peu un flou par rapport à l'usage de l'IA et à l'utilisation des visuels. Et ensuite, j'accueille des personnes qui interviennent dans le biais de tribunes. Donc, si y a des personnes intéressées qui veulent parler de quelque chose dans l'IA, c'est la réponse parfaite. Et ensuite, j'accueille des startups pour présenter leurs outils, des fonctionnalités, etc. Donc, par le biais d'une interview générée par IA. Donc, c'est un gros travail parce que les premières questions que l'IA génère sont souvent un peu molles, etc. Donc, il y a un gros travail à faire. Mais on arrive à faire des interviews plutôt sympas. Donc ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, j'explore l'IA dans différentes catégories. Donc, je vais présenter des artistes IA. On va parler de l'IA dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature et la gastronomie. C'est le côté un peu funky aussi du magazine, de montrer ce qu'on peut faire au niveau artistique avec l'IA, donc dans les différents domaines. On parle beaucoup de musique avec l'IA, et d'ailleurs je crois que, la petite news de ce matin, je crois que Sony attaque un peu les plateformes d'IA, j'ai vu ça passer, j'ai vu passer l'info, mais... David Reichman, qui est le monsieur d'IA de l'agence Ogilvy, qui fait des séries un peu exclusives de son numéro de mars, qui a fait une série exclusive sur le magazine, donc avec un style un peu différent que ce qu'on peut voir des fois sur les réseaux. C'est le studio créatif de l'agence Fred & Farid aussi qui a fait une série exclusive pour le magazine sur l'édition de février. Donc c'est une série sur l'amour, donc l'amour avec le cactus, etc. Donc il y a un petit poème, etc. Donc je vous invite à regarder, c'est assez sympa. Ensuite, Neila Romessa. Neila Romessa, c'est une des artistes francophones IA qui est plus connue, qui travaille énormément, qui fait des superbes visuels. Je vous invite à la suivre sur Instagram et LinkedIn. Elle fait vraiment du bon boulot. Elle a fait une série exclusive également sur le magazine. Je vous montre un peu l'envergure de tous les artistes qu'on peut recevoir dans le magazine. Ça, c'est la petite phrase un peu sympa. C'est Raphaël, qui est bibliothécaire, du coup, qui s'amuse avec l'IA à travers des auteurs et des ouvrages. Et il s'amuse à configurer ChatGPT avec un peu des auteurs un peu connus. Et voilà, on arrive à avoir des retours comme ça en termes de réponses. Donc, et quand j'ai lancé le projet, je voulais apporter un peu de l'interaction dans le magazine. Donc, quand j'ai vu que les IA génératives arrivaient à générer des visuels de plats qui étaient parfaits, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre au défi des chefs cuisiniers, des personnalités de la cuisine. Donc, j'ai fait appel à différentes personnalités, principalement issues de Top Chef. Et on a confronté un peu l'IA à des chefs. Donc, le but du jeu, c'est que je demande à l'IA une recette de saison. Je génère le visuel de cette recette. Et ensuite, je demande à un chef de cuisiner cette recette sans qu'il ait vu le visuel de l'IA. Le but du jeu, c'est de mettre des assiettes côte à côte et de voter pour l'assiette la plus alléchante sans savoir qui a fait quoi. Donc, pas de suspense, hein, l'IA n'a jamais gagné. Elle a perdu 4 fois et elle a été ex-aequo 2 fois. Donc, Et la dernière partie du magazine, je voulais un peu explorer l'usage de l'humour et de la satire avec ChatGPT. Donc, j'ai essayé de pousser vraiment à bout ce que pouvait donner ChatGPT en termes d'humour, en termes de vannes, en termes de critiques, de satire, etc. Et j'ai vu que ça marchait plutôt pas mal, donc du coup je me suis dit il faut que je fasse une partie complètement satirique et un peu décalée. Donc on va y retrouver un horoscope qui est complètement décalé, on va avoir l'IA qui critique les humains. Donc il y a un peu des sujets que je sélectionne en fonction de la saison, etc. Donc on a vraiment l'IA qui critique nos comportements humains. Et après on a un coach sportif complètement déglingué qui essaie de vous donner des conseils sportifs, mais voilà, je vous laisserai découvrir dans le numéro, c'est assez sympa. Donc actuellement, le magazine LHC, il y a 6 numéros, bientôt 7 la semaine prochaine. Il y en a 2 qui ont été imprimés.
C'est disponible gratuitement et en ligne, donc vous pouvez les télécharger en format PDF, etc. Donc il y a une liseuse aussi qui est mise en place, donc ça peut vous faciliter la tâche pour lire sur les ordi ou les tablettes. Le numéro que j'ai apporté, c'est le numéro de février. Et ensuite, c'est tout bon. Et si vous voulez suivre le projet, me soutenir ou autre, la seule solution, c'est de me suivre sur les réseaux. Donc LinkedIn et Instagram, c'est là où j'essaie d'être le plus présent possible. Et puis voilà, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Nous, on va parler d'un cas de GenAI au sein de notre boîte GoJob, et notamment comment on a pu développer toute une partie de notre cœur de métier grâce à l'automatisation d'interaction humaine. Qui est GoJob? C'est une entreprise scale-up qui a été créée il y a 8 ans maintenant. Dans le domaine, on fait une plateforme numérique dans le recrutement d'intérim. Du coup, d'un côté, on a des candidats, des intérimaires qui cherchent un emploi, de l'autre, des clients qui cherchent à recruter. Et notre rôle, ça va être de faire matcher les deux parties pour que les candidats trouvent des emplois. Donc, on met l'accent sur 3 points. On a envie vraiment qu'ils trouvent des emplois instantanément, à l'échelle. Et le dernier point, avec attention, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que toutes les semaines, on embauche 1500 personnes. On vient vous présenter un autre cas d'usage. Donc c'est comment on a automatisé le matching entre nos candidats et nos offres d'emploi du coup, avec de l'IA générative. Donc notre solution elle s'appelle Adley Alpha. Du coup elle se situe vraiment, c'est une étape de notre process de recrutement. Et donc en fait elle va permettre de converser avec nos candidats sur une offre d'emploi, de converser automatiquement du coup. Elle va échanger, donc on peut elle va échanger sur les différentes conditions, les différentes conditions du poste, donc de rémunération, d'horaire, de lieu, etc. Et l'objectif d'Alpha, c'est de récupérer un intérêt ou non pour le poste du candidat, donc de l'intérimaire. Ça va permettre du coup à notre recruteur de récupérer une liste de candidats qui ont déjà émis un intérêt pour le poste. Et donc ça permet de faire un premier filtre, une première sélection de candidats motivés que le recruteur ensuite va pouvoir appeler et proposer, si tout se passe bien jusqu'à la fin, au client. Par rapport à un chatbot classique, on va plutôt arriver avec une question. Là, c'est nous qui avons un objectif, on va dire, et donc qui est de récupérer du coup la motivation, l'intérêt pour le poste du candidat. Et donc voilà, le candidat va pouvoir répondre aux questions d'Alpha, mais aussi poser des questions. Et donc c'est tout l'intérêt de l'IA générative, c'est que voilà, Alpha s'adapte aussi au candidat, à ses questions, et tout en suivant son objectif. C'est une interaction par SMS. Alors il y a plusieurs canaux de distribution, et aujourd'hui effectivement on a pu le faire par SMS, mais demain peut-être on réfléchit à d'autres solutions. Donc, quelques chiffres et métriques du coup sur cette solution qui est en production depuis le 15 septembre 2023. Du coup on a initié un nombre important de conversations, 185 000, qui correspond environ à 1 million de messages déjà émis, et donc 60 000 candidats intérimaires distincts. Voilà. Pardon. Avec qui on a commencé. Et donc l'intérêt de cette solution, elle est surtout représentée dans ces 3 chiffres-là. Donc avant, le recruteur, pour mettre une personne en poste, le ratio c'était de 35 appels pour une application. Et donc aujourd'hui, grâce à ce premier filtre, à ce premier matching qui est réalisé par Alpha, il va passer à 3 candidats. Et donc nous, l'intérêt qu'on voit, c'est surtout que du coup, le recruteur va pouvoir se dégager du temps beaucoup plus qualitatif avec son intérimaire pour pouvoir, du coup, au lieu de passer beaucoup d'appels,
il va pouvoir voilà, passer plus de temps avec ceux qui sont sélectionnés, et donc il va pouvoir voilà, faire passer plus de temps sur des actions qui ont des valeurs ajoutées plus fortes, parce que voilà, il va pouvoir discuter avec plus de temps sur ces intérêts. Pardon, c'est la partie no-code qui trie la data. Et la partie no-code, j'en viens, elle, pour l'instant, c'est elle qui contient toute la logique d'orchestration plutôt de la conversation. Je reçois ce message-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est un numéro que je connais? Est-ce que c'est suite à une conversation déjà en cours? Maintenant, on va en parler un peu plus. Mais oui, du coup, je voulais dire pourquoi on a utilisé le no-code. Ça fait déjà 3 ans qu'à chaque début de projet, on commence par du no-code parce qu'on a remarqué qu'on va juste 5 fois plus vite. On peut itérer facilement, aller en production. Et en plus, on peut se brancher sur toutes les API très facile. Et du coup, on se concentre sur vraiment l'essentiel de la solution. Là, à savoir, on fait pas mal de prompt engineering et le choix du modèle LLM, vraiment des questions importantes pour le business et pour s'assurer que les conversations aient du sens. On ait la main un peu dessus. On se concentrait maintenant sur comment écrire le meilleur prompt, choisir le meilleur modèle pour, ça Martin va en parler, mais pour garantir la meilleure expérience côté candidat. Parce qu'il faut rappeler quand même que on va converser avec des vrais humains derrière qui cherchent un emploi, donc il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et pour ça, il faut savoir qu'on a itéré, là on en est à la 80e version du prompt, on a testé 5 modèles, et, je vais vous présenter un peu les 4 étapes qu'on suit. Ça a mis du temps à apparaître, mais on suit aujourd'hui et c'est amené à évoluer, donc le projet est quand même relativement récent. D'abord, on teste vraiment nos prompts de manière super qualitative, où on peut rejouer les conversations avec. Donc ça, c'est un outil no-code retool, simple à prendre en main. On peut choisir le modèle, éditer le prompt et juste voir ce que le modèle IA répond. Donc ça, on le fait lorsqu'on fait des changements de prompt ou lorsqu'on commence un nouveau cas d'usage. C'est la première étape, vraiment tester le prompt à la main. Une fois qu'on est OK avec ces tests manuels, on fait tourner tout un dataset de conversations qui nous semble soit qui ont causé problème, soit qu'on a vraiment envie que ce soit validé. Donc ça, on est en train de l'automatiser, mais voilà, on peut comparer avec des modèles et on voit très rapidement s'il y a des régressions ou si on s'améliore dans le prompt. Et on décide en fonction de ça si on déploie la nouvelle version ou pas. Donc ça, c'est avant de le mettre en production. Ça, c'est la petite nouveauté d'il y a 2 mois, où une fois en production, pour s'assurer, avec le volume qu'on a, qu'il n'y ait pas trop qu'il n'y ait pas d'incohérence, ou en fait s'assurer de la qualité, l'idée qu'on a eue, c'est une idée un peu courante, c'est de rajouter un autre LLM, qu'on appelle le LLM Judge, qui va juger du premier LLM. Donc à lui, on lui envoie le prompt du premier LLM, avec la réponse, le modèle, et son prompt à lui, c'est est-ce que ce premier message généré respecte les consignes du prompt. Et on voit là, avec l'exemple, que de temps en temps, il détecte que ce premier message, il a halluciné. Et, de temps en temps, il fait des inventions où il ne va pas parler du même poste. Et la dernière chose, du coup, lorsqu'on est content d'une nouvelle version de prompt pour tester en production, c'est de ne pas le déployer à 100% d'un coup, mais d'y aller progressivement via des A/B testing. Et justement, un cas dont je voulais vous parler, c'est on a commencé un peu comme tout le monde avec ChatGPT, et là on est en partenariat avec Mistral pour parce qu'ils sont français pour des raisons de souveraineté. Et donc on a voulu tester
de basculer sur eux. Pour ça, donc, on a utilisé le même prompt. Forcément, ça ne se comporte pas de la même manière avec Mistral. Et, petit à petit, on a itéré sur le prompt. Et là, aujourd'hui, on a à peu près les mêmes statistiques. On suit pas mal de data, des metrics business. Et du coup, aujourd'hui, on voit notamment le cas de candidats en succès. Et à peu près le même pour GPT-4, Mistral. On teste aussi Azure. Et on s'assure que ça se comporte bien. Et d'ailleurs, là, je pense qu'on va augmenter bientôt le pourcentage d'Azure, qui sert juste de proxy, mais pourquoi Azure, on bénéficie avec eux, si jamais le service n'est pas fonctionnel, il y a une SLA qui font qu'ils sont quand même garants du service, alors qu'il n'y a pas du tout ce système-là de garde côté OpenAI. Du coup, le deuxième focus qu'on voulait présenter dans le cadre de ce projet, c'était du coup comment garantir la meilleure expérience possible pour nos intérimaires. Parce que du coup, effectivement, je pense que c'est, vous en doutez bien, c'est qu'il y a une très grande variabilité quand on utilise les LLM, et donc il y a forcément un besoin derrière de monitorer, de superviser et de cadrer toute nos conversations pour être sûr que nos intérimaires aient la meilleure expérience. Du coup, la première partie pour ça, c'est du coup à chaque message qu'on récupère, entrant, on va ce qu'on appelle établir le setting qui se compose notamment de deux éléments que sont la catégorie du message et le contexte dans lequel il arrive. Du coup là, pour ça, on va toujours utiliser notre LLM pour nous faire ressortir la catégorie du message. Et cette catégorie, on va la mettre en corrélation avec le contexte du GoJobber, de ce message-là. Dans quel contexte il est. Donc, est-ce que ce GoJobber est en mission? Est-ce que on a discuté avec lui récemment ou pas? Est-ce qu'il a été validé sur une mission ou pas? Et donc, la composante de ces deux éléments va nous permettre derrière de ajuster le comportement de Alpha pour qu'il réponde de la meilleure manière possible et qu'il ait le meilleur comportement. Donc, dans un cas Alpha, on va estimer qu'il est capable de répondre. Donc, aujourd'hui, alors il faut savoir que par exemple, sur ces deux exemples-là, que sont une absence ou une arrivée sur site, on n'a pas tout de suite réussi à maîtriser ces contextes-là. Dans un premier temps, on notifiait, on arrêtait la conversation. Aujourd'hui, on arrive du coup à partir de nos data à donner à Alpha la possibilité de pouvoir répondre. Donc là, par exemple, sur une absence, donc c'est quelquefois le Alpha, on a des use cases où en fait on va organiser une session de recrutement. Donc si jamais le GoJobber, donc c'est nos intérimaires, annonce qu'il sera absent, Alpha va continuer la conversation et va juste lui dire qu'il est désolé d'apprendre cela et qu'il essaiera de planifier pour une prochaine session. Et il va avoir même une action, déclencher une action dans notre back-office qui est de déclarer l'absence du coup en session pour que le recruteur soit au courant de cela. Et un autre exemple d'une arrivée sur site, donc là c'est un contexte qu'on a estimé chaud, c'est-à-dire avec une importance assez haute. Et donc là on a un intérimaire qui est au poste de garde et qui ne peut pas rentrer parce que l'agent ne le trouve pas dans la liste. Et donc là, encore une fois, Alpha répond très bien en lui disant qu'il est désolé et qu'il l'invite à contacter Milena, qui est sa responsable de session, au numéro qu'on lui a donné. Et donc voilà. Et donc ça permet du coup à notre recruteur aussi de ne pas être alerté pour tous les types de messages et que Alpha puisse en prendre une partie dans ce genre de situation. Et il y a des cas où là on considère vraiment qu'il faut qu'il y ait une reprise humaine, ce qu'on appelle un désembrayage, un débrayage. Et donc là on a un système d'alerting
Dans ce type de cas, par exemple, on considère que la catégorie demande de rappel, dans ce contexte-là, nécessite une intervention humaine et du coup du recruteur par contre. Voilà. Donc c'était aussi important pour nous que nos conversations les maîtrisent de bout en bout. Pour avoir une bonne expérience utilisateur aussi, on a estimé que c'était important de faire intervenir notre care. C'est une équipe à GoJob dont l'objectif et la mission est d'assurer le meilleur service d'assurer que GoJob offre aux GoJobbers le meilleur service à nos intérimaires et la meilleure attention possible. Et donc là, on est dans un cas où la conversation vire un petit peu à la frustration, on va dire, pour l'intérimaire. Il dit c'est un robot, une vraie personne. Voilà. C'est un robot, une vraie personne. Donc Alpha répond je suis une intelligence artificielle, comme nous demande d'ailleurs l'IA Act. Il faut être transparent là-dessus. Et on l'est aussi dans notre premier message, mais là il le rappelle. Et donc, voilà, cette conversation, en gros, le LLM, encore une fois, est capable de détecter qu'il y a un mécontentement, et donc il va déclencher un scénario de make qu'on a pu voir tout à l'heure, qui va créer un ticket, on a pu en parler tout à l'heure, créer un ticket Freshdesk, donc qui est lié à notre service care, et aussi également notifier ce service et l'équipe technique d'une conversation qui s'est mal déroulée. Et donc derrière, on a une personne humaine qui va appeler ce GoJobber pour le rassurer ou pour traiter sa demande. Le dernier point qui nous semblait hyper important, c'était de mettre notre recruteur vraiment au centre de la solution. On a estimé que c'était hyper important qu'il maîtrise cet outil, que cet outil soit un assistant pour le recruteur et pas l'inverse. Donc c'est le recruteur qui a la main sur pas mal de choses. Donc là, par exemple, c'est une interface de notre back-office qui permet de superviser un recrutement lié à une session, c'est une session de recrutement. Donc là, on a des candidats qui sont contactés par Alpha, on a des conversations en cours, des candidats qui ont été refusés par Alpha, et on a des candidats planifiés. Donc c'est des conversations qui se sont bien déroulées et l'intérimaire a montré un intérêt pour cette session de recrutement. Et donc ici, l'intérimaire, le recruteur donc, a accès à toutes les conversations. Il peut même annoter les conversations pour qu'on ait une amélioration sur notre solution. Il peut également reprendre la main sur les conversations et aller voir, il a vraiment l'étendue de ce qui se passe dans Alpha. Donc moi je fais pas mal de choses, je suis réalisateur depuis 15 ans dans le domaine de la publicité, je réalise des pubs pour la télévision, pour le net, de temps en temps aussi ouais. Et depuis 2 ans je m'intéresse de très près à l'IA générative, au point où ça me ramène pas mal de projets, plus que la réalisation maintenant, qui sont des projets de 2 types. Je fais de la création de contenu pour des marques avec des IA, soit des contenus visuels fixes, soit des vidéos, soit des différentes choses. Et je fais aussi de la formation. Et juste pour finir, moi, l'IA générative, j'ai commencé à l'implémenter dans mon métier de réalisateur, notamment sur une tâche qui s'appelle la note d'intention de réalisation, qui est le document que le réalisateur doit fournir avant de faire une pub. Et c'est un document qui spécifie la vision du réalisateur, comment sera le plan, comment sera la mise en scène, la musique, le montage, le casting, etc. Et c'est un document que j'ai toujours eu des facilités en fait, à rédiger, mais alors en revanche, trouver les visuels, c'était toujours extrêmement long, parce que les visuels on les cherche sur des banques d'images et on ne tombe jamais sur les bonnes images, soit parce qu'elle est trop corporelle, soit parce qu'elle est trop typée cinéma. Et le fait d'utiliser les outils génératifs, notamment en fait Midjourney, dont on a parlé. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde connaît Midjourney, je ne sais pas si c'est une chose
parle ou pas, mais c'est un outil de génération d'images qui fait des images spectaculaires qu'on puisse faire à l'heure actuelle, et qui m'a permis, moi, de passer de quelques jours à faire cette note à quelques heures, donc voire quelques dizaines de minutes. Voilà. Donc j'utilisais pour ça, et je vais aussi vous faire une petite confidence. L'année passée, j'ai été consulté par ce qu'on appelle une agence de production. C'est une boîte de prod qui demande aux réalisateurs de faire la création. C'est un travail finalement que fait une agence. Mais là, il n'y a pas d'agence, c'est des gens plus petits. Et j'étais consulté pour un projet d'assurance retraite. Ce n'est pas le produit qui m'inspirait le plus. J'ai essayé de gratter des idées que je trouvais pas très convaincantes, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je donnais le brief à ChatGPT et avec un petit prompt en disant, voilà, sur la base de ce brief-là, propose-moi 10 idées créatives pour faire une pub, pour enregistrer la comédie qui dure 45 secondes, avec tel et tel personnage. Et du coup, on en a fait 10 en 20 secondes. 8 étaient pourris, pas être direct, une était pas trop mal, et une était vachement bien. Et du coup, j'ai développé, alors, pour le coup manuellement, l'idée qui était bonne, et j'ai fini par gagner la compétition et par faire la pub. Donc c'est en cela que ce petit IA, moi j'ai le sentiment qu'il m'augmente dans la pratique professionnelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant de vous proposer ça. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Zéber, je suis graphiste, designer, photo, illustration depuis à peu près 30 ans. Donc en février 2022, 24 février 2022, je me suis bien et je voulais quand même questionner, on va dire, ce qui était en train d'arriver. Donc je me suis connecté sur Discord. C'est là qui connaissent Discord. On parle pas trop. C'est un peu, voilà, il faut taper, il y a une page, on dirait du code. En fait, c'est pas du code. Fort, on dirait du code, la page, on dirait du code, mais ce n'est pas du code. Voilà. Je ne suis pas très code personnellement. Donc, dans ma pratique professionnelle, je me suis posé la question déjà de recherche graphique. Je me suis posé la question qu'est-ce que je pouvais faire un peu avec ce qui était en train d'arriver. Je pressentais qu'il allait être une petite vague, une vaguelette. Puisque en 89, je faisais mes études et d'un coup est arrivé un premier Mac et tout le monde a dit, même les professionnels ont dit que c'était un gadget. Pourquoi il était un gadget? Donc je me suis dit, là on a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, il va peut-être falloir un petit peu se mettre à la page. Et du coup j'ai commencé à faire ça, c'est là. Donc là il n'y a pas encore mi-journée. Là, il y a une journée qui arrive. En même temps que je fais ce projet, je travaille sur ce projet, je travaille un peu le texte sur CopyAI, qui est, on va dire, l'ancêtre finalement de ChatGPT. Donc avec ça de texte, j'essaie de le questionner. Et je le questionne, et je travaille avec un copain qui lui va écrire une partie du texte, mais je rédige tout avec le CopyAI, je lui envoie par mail, on se fait des échanges, et on fait quelque chose de assez bon. Donc on arrive à des styles gravures très rapidement, qui vont avec l'esthétique qu'on avait. Et voilà, ça fait un peu impliquant. Sauf qu'en même temps que je suis en train de faire ce bouquin, je suis en train de travailler quand même, je me dis, il y a, on va dire, comment ça s'appelle, Midjourney qui apparaît. Et je suis pris sur Midjourney. J'avais demandé à être pris sur Daily, ça avait pris un peu plus de temps parce qu'il fallait faire une requête. J'ai été pris sur Midjourney. D'un coup, l'esthétique est totalement différente de ce que j'avais connu avant. Et je me dis, je vais partir dans un autre projet en même temps. Je pars sur un deuxième livre en même temps que je fais notre projet. Je pars sur un livre qui, là, par contre, n'a rien à voir, puisque c'est plus un livre par rapport à l'écologie et par rapport à notre société actuelle, qui est sur le plastique, qui est sur le réchauffement climatique, on va dire les problèmes migratoires de certains engagés. Je pars sur des éléments de ce type, en me basant que sur des études au niveau de tout ce qui est chiffres, au niveau de la pollution. Donc j'ai un travail qui est entre le photojournalisme et, on va dire, des choses qui sont un peu plus décalées en contemporain. Donc
Donc ça, c'est, on va dire, par rapport aux problématiques, le flux migratoire, la Méditerranée. Ça va bien un copain qui est chez la Méditerranée. Et effectivement, le plastique, la fashion week, les chiffres de l'enfant contemporain, les savons, etc., etc. Donc là, il y en a pour moins de 300 pages, le texte, l'image est effacée, c'est un projet à part entière. Sauf que j'ai tiré tout ça, les images qui sont dans le livre, je les ai tirées en hectares. J'ai envoyé ça en Angleterre, donc c'est les hectares, c'est les diapos devant, donc c'est les systèmes argentiques. Et sur le questionnement sur la photo et l'image, je me suis dit, est-ce que c'est de la photo? Finalement, tout ce que nous sort, c'est de l'algorithme. Ce n'est pas de la photo, c'est de la photo si je commence à le passer sous ce procédé-là. C'est-à-dire qu'ayant mon image qui passe sur procédé argentique, c'est de la photo. Ce n'est pas une prise de vue, mais c'est de la photo. Parce que la photo est une technique. C'est la chimie. C'est-à-dire que ce travail-là est beaucoup plus de la photo que ce que vous faites avec votre iPhone. C'est un procédé argentique, chimique, photographique. Le procédé est photographique. Par contre, ce n'est pas une prise de vue. Man Ray posait des objets, il les insolait, il n'avait pas besoin de parler photo pour faire une photo. Donc par rapport à la photo, là, c'est un travail réel photographique, en termes de technique. Donc je vais un peu plus loin. Ça change. Ah ben voilà, ça a tout changé. Ouais. Ça a trop, j'ai trop. Ouais. Vas-y, vas-y. Je vais aller avant, c'est ça? En arrière. Dans l'autre sens. On remonte encore. Voilà, stop. Descend. On va descendre, c'est bon. Là, d'un coup, le procédé, ça a commencé à arriver sur une photo un peu le côté 19e. Bon, ça me rappelle une photo que j'aime beaucoup, encore. Et qui travaillait, d'un coup, je me suis dit, je vais travailler sur l'univers du monstre, de la différence, tout ce qu'on regarde du genre, de choses, comment on dit ça, parce que finalement, le monstre, c'est toujours l'autre. C'est génial, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, on va travailler ça, version Joel Peter Wilkins, mais je n'ai pas mis Joel Peter Wilkins parce que c'est pas Joel Peter Wilkins. Par contre, tout ça, ce sont des photos. J'ai contacté mon copain Mathias Ometa, donc nous sommes en octobre 2022. On a fait tirer ça. Lui, il est à la Fondation Niepce, la maison de la photo, mondialement reconnue. Il fait les tirages en nombre type avec procédé de 1861. Et on a tout tiré sur plaque de verre avec procédé de 1861. Donc là, déjà, on commence à se dire, on ne garde pas l'IA pour ce qu'elle nous donne pour argent comptant, on la prend comme un élément de source et de matière pour en faire autre chose. Voilà. Ça, c'est plaque de verre. Nombre type, original. Un exemplaire. Là-dessus, j'ai fait une expo, j'ai travaillé sur des trucs sur lesquels le crash, sur lesquels c'est des avions qui s'écrasaient, on va dire, dans des palais. Donc ça a donné cette exposition qui, on va dire, sur l'intérieur extérieur, sur notre système, et aussi de travailler, c'est de chercher d'autres esthétiques, on va dire, que ce qu'on avait par rapport à une journée. Et avec, ouais. Là, c'est uniquement généré, il y a la retouche Non, derrière. c'est général. Par-dessus. C'est général. Je n'interviens pas par-dessus. Non, là-dessus, je n'interviens pas. Ça, j'ai fait faire des assiettes pour imprimer en Angleterre. Je crois que c'est tout. Voilà, il y a pas. Vous utilisez Midjourney aussi? J'utilise une journée. Oui, j'utilise une journée et j'ai utilisé Daily, mais d'un coup, je me suis plus facilement fait une journée parce que j'ai trouvé que là aussi c'était intéressant. On parle de machine learning. En fait, on pouvait avoir accès à ce que les autres ont fait, et d'un coup, on commence à lire des choses, et puis on commence à dire, mais c'est quoi cette référence? En fait, c'est moi qui commençais à apprendre des choses sur des références que je ne connaissais pas. C'est ça qui était assez intéressant. C'est-à-dire que d'un coup, ça m'a ouvert l'esprit sur des artistes qui étaient en référence que je ne connaissais absolument pas. Sur des matériaux en termes de technique, pour dire,
j'aurais mis un noir brillant, et mettre juste un mot qui correspond à une pierre géologique, et ça tape. Donc, j'ai énormément appris. J'ai appris des choses auxquelles même j'aurais jamais eu accès. C'est ça qui est très étrange. Donc, nous sommes en août 2022. Je me dis, c'est bien beau tout ça. Maintenant, il faut quand même ça dans un cadre professionnel. Maintenant, c'est un peu dense. Donc, en quoi, finalement, un good design se vend bien et derrière, il ramène aussi. C'est l'équation à avoir. Donc, pour le Centre national chorégraphie, Centre national d'art vocal de Marseille, j'ai sorti entière la totalité de leur programme de septembre 2022 en lien. Tous les visuels étaient là. Donc, des oiseaux, en vocal. Donc, ça, c'est des choses que j'aurais pu faire il y a quelques années. J'ai fait l'installation de vote. Mais là, d'un coup, ça m'a. Moi aussi, ça pesale. question, en fait, c'est le temps que vous passez en fait, à générer une image comme ça, c'est-à-dire juste j'imagine qu'il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Il y a des échecs. Et en gros, ça prend du temps pour sortir ça. Est-ce que l'idée est vraiment conforme à ce que vous avez en tête à la base? Je réfléchis finalement comme un directeur artistique qui travaille, qui donne une idée. Derrière, il faut qu'il y ait des propositions qui se fassent et des interactions. Donc, à part, ce n'est pas quelque chose, on va dire, sur lequel je veux strictement faire des choses du bout à bout. Des fois, je le fais, là, j'ai envie de lâcher prise. Lâcher prise, un réalisateur n'est pas derrière la caméra. L'image que vous avez au cinéma, ce n'est pas le réalisateur qui est fixé cette image. C'est le chef-op. À partir de là, il y a la conscience de l'autre, qu'est-ce que l'autre amène. Guillermo di Ricciotti, c'est pas lui qui a conçu le Moussem avec ses petites mains et sa truelle. Hein. Donc elle a travaillé par exemple. Plusieurs, et donc tout ça amène à un autre regard. Du coup, c'est intéressant sur la proposition. Après, il ne faut pas se dire, oui, c'est mon meilleur ami et mon copain secret, on est là en train de discuter et c'est super cool. Non, c'est pas ça, c'est une machine, c'est un outil. C'est un outil. Je le prends comme un outil. Je vais mettre l'équipe. Qui me dit, ChatGPT, s'il te plaît, est-ce que tu peux me. J'ai des faits parce qu'il paraît que ça marchait mieux. J'ai entendu dire, mais si on disait, s'il te plaît, ChatGPT, est-ce que tu peux faire ça? Il lui donnait des meilleures réponses que si on lui disait. La question, justement, est-ce que vous avez essayé Stable Diffusion? Non. Non. Je n'ai pas essayé. On ne peut pas tout essayer. On ne peut pas tout essayer. Mais. Je suis en train de chiller en fait le process, mais en fait il ne veut pas. Tu vois, il y a un petit peu plus de moyens. Parce que ça fait longtemps. Ne pas envoyer. Alors, attends, hop. Voilà. Donc ça c'était par exemple pour illustrer l'absinthe et le poison. Là-dessus. Ça c'était dans le chant baroque. Ça c'était faire des instruments, on va dire berbères, qui n'existent pas avec des enceintes. Voilà. Charabie. Donc voilà, moi je suis plus parti sur des choses un petit peu absurdes, on va dire, dans les recherches. Des choses plus graphiques, dans le design. Là c'était, on va dire, en hommage à la soulage dessus, des constructions d'images. Donc, je suis arrivé, là c'est un grand bonheur quand je suis arrivé là-dessus, je vais faire ça. Ça c'est l'édition elle-même. Voilà, le cœur. Voilà. Ça c'est en monochromie, tout ça, tous les visuels, c'est des liens. Et derrière, il y a un poster qui fait agenda en même temps, qui est en lien. Pour la même musique à 13, je me dis, tiens, on va travailler d'autres systèmes graphiques, hein, sur Bador ou quoi que ce soit.
Et donc, ça, c'était le programme sur les territoires, parcours sur le territoire de musique. Donc, j'ai généré tous ces éléments-là. Par contre, étant très print, je fais tout imprimer en couleur Pantone, etc. Ah, c'était juste bon. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Là, c'était pour Musica 13, donc il faisait quand même toute une saison sur Hercule. Donc, travailler tous les visuels, version faïence, bleu de Delft, lié avec Salon Sport et compagnie. Voilà, tout ça. Alors, l'avantage, c'est que l'IA qui génère énormément d'images, après, le problème, c'est d'avoir la régularité. Enfin, j'imagine bien, mais la régularité. Donc là, j'ai Hercule. Alors, ça, c'est le document tel qu'il est à l'intérieur, avec le noir et une couleur Pantone. Et là, on a à peu près. Voilà, on a tout ça qui est fait en IA, ça, c'est les affiches. Donc, on a un inventaire de 110 images. Tout Stravo, c'est un inventaire, donc on va faire un truc un peu circulaire. Alors là, bon là, c'est un coup, ça fait avec le temps, ça fait un peu mi-journée, effectivement, mais du coup, c'est pour du pinard. Voilà. Et du coup, ça s'appelle métronome, parce que c'est un bain qui est levé avec de la musique à l'intérieur. Donc, c'est bon, on a tous les animaux qu'il faut pour continuer. C'est un packaging, hein. Je fais le packaging aussi pour payer l'essence. Donc j'ai généré des fils, j'ai pris, j'ai sélectionné, j'ai détouré, j'ai tout remonté, et d'un coup j'arrive à faire mes packaging à partir des images, on va dire de gravures de fils que j'ai générées moi, plutôt que de les prendre les 50 mêmes qui tombent sur la planète. Là aussi, ça j'ai réussi à le régénérer à partir, on va dire, des vraies formes de flacons, à la typographie, je pense. Après, tout ce travail de packaging, que les éléments se joignent. Voilà. Ce packaging, tout ce qui est visuel, est généré à partir de l'IA avec un traité d'IA. Là, c'était pour Arte, donc c'était un film sur les aventures de l'ARN messager. J'ai fait des affiches, voilà. C'était des scientifiques, ça parle du monde, ça fait 40 ans qu'ils cherchaient, qui vont dans le désert. Et tout ça, là aussi, on a traité avec une couleur argent, c'est pour ça que il y a un argent doré, 3 couleurs Pantone, noir, un violet fluo, un argent doré par-dessus. Et tout ça traité en couleur. J'ai oublié. Voilà. Traité, bitmap, etc. Très numérique. Donc là, c'est une affiche que finalement, si on l'a pas en photo, elle est très casse-pied. C'est-à-dire c'est un objet qui existe réellement quand on l'a en main, parce que d'un coup, il joue avec tout ce qu'il y a comme reflet. Donc là, on est dans l'anti-écran, anti-numérique. J'ai imprimé, on l'aura jamais sur. Ça, c'est pour la ville de Calais qui accueille les Jeux Olympiques, mais bon, on ne peut pas jouer sur les Jeux Olympiques, c'est pour moi. Bon. Voilà. Comment détourner les Jeux Olympiques? Là-dessus, j'ai fait une illustration sur Illustrator, une ébauche que j'ai envoyée dans une journée qui m'a donné ça. Après, j'ai repris l'illustration, j'ai envoyé, j'ai obtenu ça avec des éléments de rajouter. Ce qui m'a permis de finir cette illustration pour arriver à ce visuel-là qui est en 4x3, des bus, 3D à partir d'une image photo, aux zones de profondeur, sur lesquelles après il y a d'autres déplacements de caméra. Pour arriver à des esthétiques, s'éloigner de plus en plus des esthétiques qui sont uniquement données par une journée. Voilà. Donc là, il y a ces éléments-là. Là, on a ce module-là dans lequel il va tourner avec ces éléments qui sont mis en vidéo. L'image en direct remise en 3D, les vidéos à partir d'IA, et avec du son qui est fait en IA. Cela, oui, comme il y a les Jeux Olympiques, je voulais faire quelque chose par rapport au handicap, kintsugi, qui est une technique japonaise, on recolle les céramiques avec de l'or, on magnifie, on va dire, la blessure, la cassure plutôt que. Donc je me suis dit que finalement, par rapport aux Jeux paralympiques, qui sont en train de passer aussi à Calais, c'était un élément sans être dans le côté JO, qui était signifié. Donc voilà, ça donne ça. Là, ça c'est fait sur mi-journée, bon, la couleur est moins fluo que ça. Là, c'était modélisé en 3D. Pareil, donc là c'est le penseur, ce cher Hier Robot, qui est en train de réfléchir à la planète, mais qui ont fait des machines. Ça, c'est toujours Alice, avec toute la partie décor. Donc là, c'est tout ce qui est UV-map, c'est-à-dire texturing, tout ça, c'est fait avec une journée. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas tout mis parce qu'il y en a 20.
de ce qu'on peut voir sur le territoire calaisien avec son téléphone. Donc là, je pense qu'il y a du son sur la vidéo. Je ne sais pas s'il faut mettre le son ici. Non, c'est ça. Ouais, ça peut, si c'est allumé et que tu as monté le volume, parce que tout à l'heure sur le code, tu en avais déjà. Maintenant. And kids folks in the air, and it back when this video was running, extravagant scenes inside. Despite my function, Studio 54. The roaring 20s were parties for the war. Between punk disco, bananas, and glittering balls. On a magical dance floor, the perfect move calls. Welcome in NB and Jew. Will come in at the Grand Mission. A fine with orange background. Characters come to life. An Egyptian swimsuit, bananas on a head drive. Red makeup shines. C'est la lumière de nuit et la lumière de jour. It's come spectacle, endless facility in this digital cabaret, where everyone finds unity. Welcome, and Ben and you will come. Digital magic, color in a cube, floats in the air. In the back, the new videos playing, studying and seeing society, inspired by Martian Studio 54. They open twice for fire, one the law. Between disco pop, bananas, and little balls on a magical dance floor. The perfect atmosphere call to welcome. Coming in the grand digital magic, come out on the pirate orange background. Characters come to life, and Egyptian swimsuit, bananas on the head, blossom of red. Because one loves to shine in a pink silhouette with glass device models into color to show. And that is the festivity in this digital cabaret where everyone finds you. Women, the grand digital magic, come out. The scene is surreal, the atmosphere electrifies with eccentric outfits. Beyond harmonizes a red belt here, colored buttons there. Everything mixes and dances in this great affair. Supercharged carnival, magic takes place in this unique cabaret. Let yourself be engaged. Welcome, welcome, women. The grand digital magic, come C'est la souris sur le château. Ça, c'est pas naturel. Là, il y a tout. Alors, on va lancer la bande son qui est là, les vidéos, on y a... Ça, c'est notre flamme olympique. Voilà,